Comment préserver l'Amazonie? La sécheresse, la déforestation sont autant de facteurs qui menacent l'équilibre de sa biodiversité. Depuis peu, un laboratoire à ciel ouvert a pour mission d'ausculter la forêt primaire. L'objectif est d'ouvrir une fenêtre sur le futur. C'est notre grand angle. Avant d'en parler avec François-Michel Le Tourneau, directeur de recherche au CNRS, qui a réalisé plusieurs expéditions en Amazonie, je vous propose ce reportage sur ce laboratoire tropical ZF2. Il est situé non loin de Manaus. Son objectif, fournir des données scientifiques pour éclairer les décideurs à prendre des mesures pertinentes et efficaces. Notre grand format est signé Patrick Vanier, Dado Galdieri et Lucas Peva, avec le concours du Pulitzer Center. Cette année, l'Amazonie a été durement touchée par les ravages du changement climatique. Les fleuves disparaissent, les animaux périssent en masse et l'équilibre hydrique des forêts est en danger. Une sécheresse historique sévit depuis des mois, perturbant la vie des habitants et mettant en péril les écosystèmes. Comment la forêt tropicale va-t-elle réagir face à la nouvelle donne climatique ? En pleine forêt, un laboratoire à ciel ouvert est en construction, avec pour ambition de fournir des réponses. Interroger la forêt pour anticiper le futur de l'humanité. Il y a ici des milliers de processus écologiques en cours. Des interactions entre les espèces, le sol, les micro-organismes, les racines et les plantes. Comment tout cela interagit avec le climat ? Nous devons comprendre de manière systématique et scientifique ces relations pour savoir si la forêt amazonienne existera dans le futur. Pour explorer ces questions cruciales, le projet Amazon Face érige actuellement une infrastructure de recherche industrielle au cœur de la forêt amazonienne. Cette installation se compose d'anneaux, chacun abritant 16 tours, mesurant 35 mètres de hauteur. D'ici quelques mois, du sommet de ces tours, une quantité contrôlée de dioxyde de carbone sera pulvérisée. Basiquement, nous allons acheminer le CO2 en haut des tours pour le pulvériser sur la canopée, de façon constante pendant la journée, au moment où les plantes font la photosynthèse. C'est comme prendre la forêt telle qu'elle est aujourd'hui et la projeter à 30 ans pour tenter de comprendre comment elle va réagir dans le futur. Des expériences similaires ont déjà été menées ailleurs dans le monde, mais c'est la première fois qu'une telle initiative est mise en œuvre dans une forêt tropicale, avec une telle biodiversité. Il y a tout juste un an, le prototype de la tour a été testé en banlieue de São Paulo. La construction d'une infrastructure d'une telle envergure en pleine forêt représente un défi humain et technologique colossal. Tout ce que l'on fait en Amazonie est plus difficile que n'importe où ailleurs. La logistique, la difficulté de travailler au milieu de la forêt avec des arbres énormes, la chaleur, les animaux, la pluie. Tout est plus compliqué. Ici, les règles sont strictes pour avoir le moins d'impact possible. On construit sans détruire. Ici, c'est la forêt qui commande. On a les plans qui sont mis sur le papier, mais il faut s'adapter en permanence. Si un arbre nous gêne, il faut construire la tour plus en avant ou plus en arrière. Il n'y a pas d'autre moyen. Ici, la forêt est souveraine. Ces parcelles où science et nature se rencontrent n'ont pas été choisies par hasard. Ici, la forêt est sous contrôle depuis plus de 20 ans. Chaque arbre y est minutieusement catalogué et fait l'objet d'une étude approfondie en tant qu'individu. On connaît son espèce, sa densité, mais aussi son poids, sa biomasse. Pour monter les tours, il faut ouvrir la canopée, mais pas n'importe comment. Cet individu est le plus délicat de cette parcelle, principalement à cause de sa hauteur. Ces branches qu'on veut enlever sont pleines de lianes. Elles sont très lourdes. C'est très compliqué, car on ne peut rien faire tomber à l'intérieur de la parcelle. Chaque branche coupée est pesée. Son poids sera soustrait à la biomasse de l'arbre. Un calcul indispensable pour ne pas fausser les résultats du stockage de CO2. Nous mesurons le diamètre de cet arbre chaque année. Grâce à un modèle mathématique, nous estimons le poids de l'arbre dans son ensemble. Ce que nous faisons ici, c'est évaluer le volume de carbone que nous soustrayons
avec ses branches et ses feuilles. Pendant les travaux, malgré le bruit des machines, la recherche se poursuit au cœur des tours. Avec cet équipement, on peut mesurer la quantité de CO2 absorbée par les feuilles et les plantes. Étudier tous ces processus avant et après l'enrichissement de dioxyde de carbone va nous apporter beaucoup d'informations sur le comportement, la réponse et la résilience de l'Amazonie. Pour nourrir le modèle mathématique qui va nous indiquer le chemin que va prendre la forêt amazonienne, il faut beaucoup de données. Tous les processus écologiques sont mesurés et surveillés et continueront à l'être dans toutes les couches de la forêt. Depuis les feuilles qui se trouvent sur les arbres à différentes hauteurs, les troncs, les feuilles qui tombent au sol, les processus qui se produisent dans le sol. Tout cela représente un système très complexe, très dynamique et interconnecté. Et nous continuerons à l'étudier après le début de la pulvérisation au CO2. À ce jour, ce laboratoire à ciel ouvert a obtenu un financement de 12 millions d'euros pour sa phase de construction, provenant principalement du gouvernement britannique et brésilien. Sa mise en service est prévue d'ici quelques mois, avec les premiers résultats attendus d'ici un an. Experimento como esse, ele tem grande capacidade de informar. Une expérience telle que la nôtre a la capacité d'ouvrir une fenêtre sur le futur, informer les politiques, les décideurs, avec le meilleur de la science. Prendre des décisions basées sur des preuves scientifiques, cela nous donnera une meilleure capacité pour nous préparer. Nouveau sanctuaire de la science tropicale, cette expérience va nous aider à préserver la richesse écologique de l'Amazonie, mais aussi l'équilibre crucial dont dépendent de nombreuses vies humaines. En recueillant les réponses de cette forêt ancienne, l'humanité espère trouver des enseignements précieux pour s'orienter face à la crise climatique qui la défie. François-Michel Le Tourneau, merci d'avoir accepté notre invitation un 25 décembre. Est-ce que ce projet va enfin dans la bonne direction ? Alors oui, il va bien sûr dans la bonne direction. Après, ce qu'il faut noter, c'est qu'il y a déjà d'autres infrastructures de recherche qui travaillent un petit peu ou qui ont travaillé dans cette direction-là. Il y a eu l'expérience Biosphère 2 dans une serre contrôlée à côté de Tucson en Arizona pendant plusieurs années. En France, on a la station des Nouragues. Mais effectivement, ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce dont on manque sur l'Amazonie et sur les forêts tropicales de manière générale, c'est de connaissances. Ce sont des lieux qu'on connaît finalement très peu et donc il nous faut beaucoup plus d'informations pour réussir à comprendre comment les choses se produisent dedans et ensuite pour mieux les gérer ou les préserver. Est-ce que donc finalement c'est ce qui nous manquait, d'avoir des connaissances, des données scientifiques très précises pour y voir un peu clair, parce qu'on a un peu l'impression que l'Amazonie a été c'était comme une espèce de fourre-tout écologique. D'ailleurs, vous-même, vous réfutez le terme de poumon de la planète. Pourquoi ? Oui, c'est-à-dire qu'on voit que l'Amazonie elle a des rôles dans les échanges gazeux ou éventuellement dans l'absorption du CO2. D'ailleurs, cette expérience va nous donner des éléments concrets pour savoir si l'Amazonie a la capacité d'en absorber plus, puisqu'il y en a plus de disponible dans l'atmosphère, ou si comme c'est une forêt ancienne qui est déjà à sa taille de maturité, en fait, elle n'a pas la capacité de grandir beaucoup. Donc, on va avoir des réponses à ces questions qu'on se pose depuis longtemps. Mais ce qu'il faut voir, c'est que l'Amazonie a aussi beaucoup d'autres rôles. C'est d'abord une gigantesque pompe à eau qui envoie ce qu'on appelle des rivières volantes vers tout le sud de l'Amérique du Sud. Et donc, si cette pompe à eau est détruite par la déforestation, eh bien, c'est tout le sud du continent qui risque des sécheresses récurrentes et ce sud du continent est la ferme du monde qui approvisionne la Chine notamment. Donc, ce serait très grave. Et aussi, l'Amazonie, c'est une énorme, une collection de biodiversité, mais c'est aussi un milieu, et ce qui était très bien dit dans le reportage, c'est un milieu extrêmement complexe dans lequel la biodiversité est en train de se construire. Donc, comprendre ces processus par lesquels la biodiversité se construit serait aussi passionnant, et ça va nous donner des données très nouvelles et très intéressantes. Mais ce qu'il faut voir aussi, c'est que l'Amazonie, c'est très grand. Donc, cette expérimentation va donner des données sur un endroit très particulier, mais c'est comme si vous faisiez des mesures à Berlin et que vous les généralisiez à l'ensemble de l'Europe. Vous voyez bien que c'est pas tout à fait vrai. Et bien voilà, le problème qu'on aura, c'est qu'il faudrait faire la même expérimentation, mais dans des dizaines d'endroits différents en Amazonie pour pouvoir avoir un portrait encore plus précis de l'Amazonie.
Parce que ça n'est pas la même biodiversité quand vous dites que l'Amazonie est plurielle, différente d'un point à un autre. C'est pas du tout la même forêt tropicale primaire? Alors, dire pas du tout, c'est exagéré, mais ça n'est pas tout à fait la même. En fait, à nos yeux, nous, d'Européens, c'est un moutonnement vert de canopée continue et on dit c'est la même forêt partout. Mais en fait, les espèces qui constituent cette forêt, en fonction des différentes régions et des écorégions, non, elles sont relativement différentes. Et je ne parle même pas des espèces d'insectes qui colonisent tous ces arbres et encore moins des micro-organismes qui se trouvent dans le sol. Donc, on a une énorme biodiversité dont on ne connaît vraiment qu'une toute petite pointe. Et qu'est-ce qui passerait-il si l'Amazonie s'effondrait? Est-ce que ça, c'est un scénario qui est envisagé? Alors, ce scénario est envisagé, c'est ce qu'on appelle le point de bascule, c'est-à-dire que trop de déforestation pourrait amener, alors selon la théorie, l'Amazonie à ne plus être capable de maintenir ses conditions, parce qu'en fait l'Amazonie est une forêt qui se maintient par elle-même, c'est elle-même qui maintient sa propre humidité. Et si elle n'est plus en capacité de le faire, elle peut se transformer en une savane plus ou moins boisée ou en écosystème différent. Je pense que là aussi, il faut se rappeler que l'Amazonie, c'est très grand, donc probablement, ce n'est pas l'ensemble de l'Amazonie qui va s'effondrer, mais on peut perdre de larges surfaces, notamment des bordures sud de l'Amazonie. Et comme je le disais, ce ne serait pas une bonne nouvelle, puisque à la fois, ça voudrait dire moins d'eau pour tout le sud du continent, et donc moins d'agriculture et beaucoup de changements pour les populations locales et pour le monde, et ça voudrait dire aussi des pertes de biodiversité tout à fait considérables. François-Michel Le Tourneau, où en est d'ailleurs la déforestation? Est-ce que cette déforestation massive, on en a beaucoup entendu parler sous l'ancien président Bolsonaro, est-ce que véritablement cela a abîmé l'Amazonie? Alors, le problème avec les déforestations, c'est qu'il y a deux éléments qu'il faut prendre en compte. Il y a la variation annuelle, et donc il y a une augmentation effectivement pendant la période du président Bolsonaro, et il y a une diminution assez sensible à l'heure actuelle. Et ce qu'il faut voir, c'est que chacun des pays du bassin amazonien ont leur propre dynamique de ce point de vue-là. Mais ce qui est pervers avec la déforestation, c'est qu'elle s'accumule. Donc même si on mange la forêt un petit peu moins vite, on continue d'éroder le capital forestier et on ne sait pas reproduire de la forêt, ce qu'on appelle la forêt primaire ou la forêt originelle. Et donc ce qui est perdu est quand même perdu pour très longtemps ou peut-être perdu à jamais, c'est ça qui est préoccupant. Donc aujourd'hui, sur le bassin amazonien, on est à peu près à 17% de déforestation. On a beaucoup de scientifiques, et climatologues notamment, qui disent qu'aller plus loin que 20%, ce serait problématique. En 40 ans, on a déjà mangé 17%, donc on n'a plus beaucoup de temps pour mettre le pied sur le frein. On parle très peu des autres forêts tropicales. Pourquoi est-ce qu'elles sont moins menacées? Est-ce qu'elles sont moins importantes? Non, elles sont très menacées, elles ne sont pas moins importantes. Maintenant, l'Amazonie représente 60% de l'ensemble des forêts tropicales du monde, donc c'est un énorme bassin, c'est pour ça qu'elle attire beaucoup l'attention. Mais il y a aussi le fait que le mot Amazonie a un écho particulier en Occident, qu'ont moins les forêts du centre de l'Afrique ou de l'Indonésie, mais qui d'un point de vue de biodiversité ou d'un point de vue d'équilibre climatique sont tout aussi importantes que la forêt amazonienne et elles sont extrêmement menacées aussi. Est-ce que ces forêts primaires, tropicales en Afrique ou en Indonésie, vous venez de le citer, remplissent le même rôle? Oui, les rôles des forêts sont à peu près les mêmes. D'ailleurs, on pourrait dire qu'elles remplissent aussi, d'autres forêts, notamment les forêts boréales, remplissent en partie certains des rôles. Il y a le fait de filtrer l'eau, il y a le fait de retenir du carbone, il y a le fait de limiter les excès climatiques. Tous ces rôles sont les rôles des forêts et il y a le fait d'abriter de la biodiversité. La différence des forêts tropicales, c'est que l'échelle de biodiversité qui y est abritée est beaucoup plus grande que dans les forêts boréales notamment. Et cette biodiversité en Asie ou en Afrique, elle est menacée dans quelle mesure? On a du mal à évaluer leur situation respective. Elle est très menacée, notamment dans les forêts africaines et asiatiques, parce qu'il y a aussi beaucoup de chasse et de chasse pour l'alimentation, donc la grande faune est très menacée. Après, plus on détruit des parcelles de forêt et plus il y a de la biodiversité qui disparaît et souvent c'est une biodiversité notamment au niveau des insectes et encore plus au niveau des micro-organismes qui est une biodiversité que nous connaissons très peu et donc en fait on détruit des bibliothèques sans avoir lu les livres qui sont dedans, donc on ne sait pas ce qu'on détruit, mais ce qui est clair c'est qu'on détruit des choses. On détruit beaucoup. Est-ce qu'il y a aujourd'hui des initiatives, alors à l'échelle locale peut-être ou à l'échelle plus internationale pour une meilleure prise de conscience? Il y a eu beaucoup d'initiatives prises par des ONG d'abord dans des campagnes au milieu des années 90,
Puis après, les organismes internationaux sont arrivés, les conférences sur le climat ou les conférences sur la biodiversité ont beaucoup alerté sur les forêts tropicales. Et récemment, ce qui attire l'attention, c'est l'initiative du Brésil de se présenter comme un leader justement d'une coalition de pays forestiers dont l'objectif serait de protéger l'ensemble des forêts tropicales du monde. Mais il demande pour ça à ce que ces forêts finissent par rapporter de l'argent, même quand elles restent en forêt, puisque le gros problème des forêts tropicales, c'est que lorsqu'elles ne sont pas déforestées, elles ne rapportent d'argent à personne. Et donc, il faudrait qu'elles rapportent de l'argent à leurs propriétaires tout en restant en forêt. Et pour ça, il faut que les pays riches acceptent, si ce n'est de donner de l'argent, ou au moins de placer de l'argent sur un fonds qui rapporterait des intérêts, qui permettrait de rémunérer ces propriétaires forestiers. Merci François-Michel Le Tourneau d'avoir répondu à nos questions.